You may heard about Meltdown. Vous avez peut-être entendu parler de Meltdown et de Spectre, And Spectre 2, et de Spectre 2, Spectre NG, et de Spectre NG, Spectre RSP, and et de What the Spectre Fuck. RSP, et de To bring Spectre light into What the this Fuck. mess, Maurice Lipp, Pour éclairer un petit peu tout ce bordel, je vous demande d'accueillir Maurice Lipp, Michael Schwarz, Daniel Gruss et Claudio Canella qui vont nous donner un aperçu des problèmes et des mitigations en place pour vous montrer aussi qu'on peut encore monter les attaques malgré toutes les contre-mesures qui ont été mises en place. Bienvenue à Maurice, Michael, Daniel et Claudio. Okay. We will start our talk. Alors, on va commencer par vous montrer une petite vidéo et pour ça on va sortir de la scène. Can we turn the lights off? Est-ce qu'on peut éteindre les lumières? No. Okay. Christmas Day, heard the people speculate. Manly's cringing, eyes are twinging. Oh, what a messy Christmas Day. After a time of half a year, Colonel Patches caused some fear. Arrow tracers, morning chasers. Oh, what a messy Christmas Day. Vaguement basé sur la page Wikipédia du livre A Christmas Carols par Charles Dickens. Welcome. Bienvenue. Welcome to my little talk. Bienvenue à ma about, présentation. computers. I like fast computers. Parce que else j'aime bien les likes ordinateurs fast rapides. computers? Qui aime les ordinateurs rapides? Who bought a new computer Qui this year? a acheté un nouvel ordinateur cette année? And we want all our computers to Et be on veut super fast. toujours que nos Of course, ordinateurs aillent super vite, non? in our talk, we have On a some l'habitude dans nos materials présentations, from other people on and we utilise acknowledge them here. des éléments d'autres And we personnes. also, Et donc, present on results veut présenter de la recherche venant d'autres personnes avec les gens avec qui on a collaboré. This was funded by, Et donc ça a été financé par différentes personnes, par différents groupes. I will start with Mais je vais commencer avec le fait que la performance, c'est génial. performance is awesome. And for me, when I was a bit younger, Et pour moi, quand j'étais un peu plus jeune, Pentium Pro, le Pentium Pro en 95, c'était assez génial parce que cette machine avait 150 MHz. quite nice. Ouais, pas mal, hein. And it was the first Et c'était la première machine Intel qui émulait le risque, qui était du risque qui émulait du CISC. Ce qui était pas mal, ce qui était assez sympa, parce que ça permettait d'avoir un truc que je vous expliquerai après, mais ça avait aussi 255 kilooctets de cache de niveau 2 qui était intégré directement dans le CPU. Donc c'était pas à part sur la carte mère, mais directement dans le CPU, dans le processeur. Donc c'était vraiment cool. Et ça avait la prédiction de branche. On adore la prédiction de branche. Et de l'exécution qui n'était pas dans l'ordre. C'est ça qu'on obtient avec du risque et cumul du CISC. On peut avoir du code qui est exécuté dans un ordre différent. Donc l'avenir allait vraiment être très rapide. De plus en plus rapide. Par exemple, dans le nouvel iPhone X, Apple a prévenu des pages de 16 kilooctets. C'est des pages de taille minimum. Ça permet d'avoir du cache de 128 kilooctets. C'est plus important que le cache du niveau 1 des processeurs Intel. Donc le cache, c'est vraiment chouette.
Attends, pas si vite. Je suis Moritz, le fantôme, le spectre du passé. Et peut-être que tu ne vois que le côté performance, peut-être que c'est tout ce qui t'importe. Mais, par exemple, imagine quelque chose, du software avec aucun bug, aucune vulnérabilité. Et ça ne veut pas dire que le logiciel est sûr malgré tout, parce que l'information peut s'enfuir à travers le matériel sous-jacent, à cause des optimisations de performance que tu as mis en place. Mais pas si tu n'as pas de bug logiciel, n'est-ce pas? Ah, c'est pas si simple, parce que tu peux exploiter cette fuite d'informations par des canaux cachés. Par exemple, on peut regarder la consommation énergétique. On peut regarder aussi le temps d'exécution de l'algorithme. Ouais, mais après ça, tu sais que ça consomme plus d'électricité. Qu'est-ce que tu en sais à partir de ça? Ah, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, on peut apprendre des choses sur le cache des CPU. Mais plus important, avant qu'on parle de tout ça, il faut qu'on comprenne la différence entre une architecture et une micro-architecture. Alors, on sait tous que les instructions d'une architecture comme ARV8 ou x86, mais ça c'est juste un modèle abstrait d'un ordinateur. En fait, il y a une interface entre, une interface entre le hardware et le software, entre le matériel et le logiciel. Et comment ces instructions sont implémentées, ça c'est défini par la micro-architecture. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais c'est ce que je disais quand je parlais de risque et de CISC, n'est-ce pas? Ouais. Oui, et parce qu'on sait tous que AMD Athlon, Ryzen, Core i7, Xeon, etc., ils sont tous assez différents. Mais ils vont assez vite, tous ces processeurs. Ah oui, c'est vrai, mais ça pose des problèmes parfois. Et tous ont beaucoup d'éléments pour améliorer la performance et parfois pour exécuter certaines tâches plus efficacement. Ils contiennent des éléments micro-architecturaux, par exemple des caches et des buffers, des prédicteurs de branches et des choses comme ça. Et ce qui est bien à propos de ça, c'est... Et ils rendent tout plus rapide. Et ils sont transparents pour le programmeur. Le programmeur ne se rend pas compte de qu'elles sont là. Il exécute le même programme sur plusieurs microarchitectures et ça va vite. Mais puisque tout est plus vite, dans certains cas, on a des optimisations de timing, des optimisations de temps. Et dans certains cas, ces optimisations sont également des canaux cachés pour de la fuite de données. Ouais, mais c'est pas un problème, ça. Hein. Ah alors, vous croyez ça. Mais j'ai aussi optimisé quelque chose pendant les fêtes de Noël, parce que je devais cuisiner quelque chose. Alors, je voulais cuisiner quelque chose, j'ai préparé la planche à découper et tout à découper. Et ensuite, je me suis rendu compte, mince, il me manque les légumes, il me manque les tomates, il me manque les poivrons. Donc, il faut que j'aille au supermarché. Et ça me prit beaucoup de temps. Et quand je reviens, maintenant, je mets les tomates et les poivrons et je peux commencer à couper. Et là, je me rends compte, ah mince, il me fallait aussi des épinards. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais à nouveau au supermarché. Ça me prend beaucoup de temps, tout le monde a faim, c'est pas bien. Mais après, je peux continuer à cuisiner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inventé quelque chose de génial. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé des choses à faire dans le processeur et je les ai appliquées à la vie de tous les jours pour cuisiner. Et donc, j'ai inventé un cache de nourriture. Et c'est génial. Parce que maintenant, je peux tout stocker à l'intérieur et j'ai pas besoin d'aller au supermarché. Attends, est-ce que tu viens d'expliquer le cache des processeurs en parlant de cuisine? Ouais, parce que c'est une bonne analogie. Non. En fait, puisque je suis le spectre du passé, j'étais là il y a 2 ans. Et je vous ai dit quelque chose à l'époque, dans une présentation différente, où je parlais de la microarchitecture x86. Et il y a des parties que je pense que vous n'avez pas bien écoutées, donc je vais les répéter. Alors, dans un cache de CPU, imaginez que vous avez une variable i et vous voulez y accéder. Alors, elle n'est pas dans le cache, donc vous avez un cache miss, et ensuite il faut aller chercher cette donnée dans la mémoire principale. Ça prend un certain temps, il faut envoyer une requête à la mémoire va répondre, et la valeur va être chargée dans le cache. Donc, la deuxième fois, quand vous voulez utiliser cette variable, elle est déjà dans le cache. Donc, si on a un cache miss, il faut faire un accès à la RAM, et tout est lent. Dans un autre cas, si on n'a pas besoin d'accéder à la RAM, parce que la valeur est déjà dans le cache, c'est rapide. Mais ça fait exactement ce qu'elle est censée faire, et c'est tout est plus rapide avec ça, tout est mieux. Et oui, et tu ne vois pas de problème avec ça? Moi, je vois pas de problème avec ça, non, ça va plus vite, c'est plus efficace. Eh bien, c'est vrai, mais imagine si un attaquant peut mesurer ça.
Il a juste un timer à plus haute résolution qui peut mesurer les temps d'accès à une adresse en mémoire. Et si c'est dans le cache, c'est rapide. Mais de l'autre côté, si c'est pas dans le cache, c'est beaucoup plus lent, comme on a vu. Alors, qu'est-ce qu'un attaquant peut faire avec ça? Il peut se rendre compte qu'il y a une limite là-dedans qui permet de déterminer si une variable a été chargée depuis le cache ou pas. Et avec ça, il peut construire une attaque très puissante. Par exemple, une attaque dite flush and reload. Imaginez un attaquant, ici à gauche, et l'espace d'adressage de la victime à droite. Et il partage une zone en mémoire, comme par exemple une librairie partagée, une bibliothèque partagée. Ça veut dire qu'une adresse de la bibliothèque partagée est cachée à la fois pour l'attaquant et la victime. Ce que l'attaquant peut faire, c'est utiliser une instruction non privilégiée, l'instruction CLFlush, pour enlever cette donnée du cache. Ça veut dire que la donnée n'est plus dans le cache pour la victime et l'attaquant, bien sûr. Maintenant, la victime commence à s'exécuter. Le scheduler donne la main à la victime. Elle peut soit exécuter cette adresse, et dans le cas où elle le fait, cette adresse va être chargée maintenant dans le cache de façon transparente. Et la victime peut accéder à ça. L'attaquant, lui, peut accéder également à cette adresse, et là, il peut mesurer si la victime a accédé à cette adresse ou pas. Et ça, pour un attaquant, c'est vraiment génial. On peut construire des attaques très puissantes avec ça. Vraiment. Genre, on peut faire un truc comme ça. Eh bien oui, on peut. Parce que, par exemple, juste en regardant les cache hits et les cache miss, on peut faire fuir des clés AES à partir du cache. Non, mais ça, c'est un problème académique. On peut aussi regarder quand est-ce que les gens tapent sur des touches du clavier. Ou on peut construire un canal caché en utilisant le cache pour envoyer des informations d'une application à une autre. Mais ça, c'est ce que disent les personnes dans les facs. Et ça marche depuis un navigateur, ou dans le cloud, ou dans des environnements d'exécution sécurisés. Et je peux prouver que ça marche. J'ai une démo. Vraiment? Donc là, on peut voir un Samsung Galaxy S6. La victime ouvre son application de messagerie préférée, essaye d'envoyer un message. Et cette application ici, qui n'a aucun privilège sur le système, utilise simplement le cache pour voir si la victime a tapé quelque chose. Et on peut même distinguer pour savoir si c'est une lettre de l'alphabet, un espace, un effacement de caractère. Voilà. Vraiment? Mais ça, c'est juste des métadonnées. Tu es en train d'interrompre ma présentation juste pour parler de métadonnées. Allez, sors de la scène. Sors de la scène. Moi, je vais continuer ma présentation sur les ordinateurs super rapides. Alors, je vous ai parlé de l'Apple et des fonctions plus intéressantes. Par exemple, celle de Intel. Ça fait longtemps qu'ils améliorent le parallélisme qui n'est pas dans l'ordre. Et en utilisant ça, je voudrais vous expliquer l'exécution qui n'est pas dans l'ordre. Parce que Maurice a déjà parlé de la nourriture. Mais moi, on peut tous parler de nourriture. Mais moi, je vais parler aussi de cookies pendant les fêtes de Noël ou avant les fêtes de Noël. Et en fait, généralement, on veut qu'ils ressemblent à ça. Et généralement, avec quoi on commence, ça ressemble à ça. Et il y a des étapes entre les deux. Ça veut dire mélanger les choses, ça veut dire faire des petites boules, et après ça, les écraser, les rendre plates, les mettre dans le four. Et une fois qu'on a fait tout ça, on veut les tremper dans le chocolat. Mais le problème, c'est que si on attend que les cookies soient faits, eh ben, on perd du temps. Donc en fait, le mieux, c'est de gagner du temps en utilisant, quand les cookies sont dans le four, préparer le chocolat chaud. Et là, quand ils sont prêts directement et que le chocolat est prêt, là, on peut tout faire au moment idéal et tout est plus rapide et on gagne beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment génial. Et on peut faire la même chose avec les ordinateurs. Ah, Daniel. Mais tu n'as pas écouté le spectre du passé? C'est moi, Michael. Je suis le spectre du présent. Et avec ça, on a tout un autre tas de problèmes cette année. Mais est-ce que tu ne vois pas que tu ouvres la boîte de Pandore avec ça? Mais ce n'est pas bien ce que tu fais. C'est avec toutes ces choses en désordre. C'est très problématique comme optimisation. Imagine si tu fais brûler les cookies dans le four. Et maintenant, tu ne peux pas les mettre dans le chocolat. Et si quelqu'un voit que tu as du chocolat, il peut savoir que tu étais en train d'essayer de faire des cookies et que tu as raté. Vraiment? Tu es en train de me dire qu'ils vont apprendre que je suis en train de faire des cookies? Eh oui. Encore une fois, c'est des métadonnées. Ah non, c'est bien plus que des métadonnées. On peut faire beaucoup plus avec ça. Regardons ça d'un côté un peu plus scientifique. On a ici un programme qui a quelques variables et qui calcule la diagonale et la superficie d'une quelconque figure géométrique. Et
Si on regarde ça, normalement, on l'exécuterait ligne par ligne. Mais l'ordinateur pourra optimiser ça, par exemple. L'ordinateur peut se rendre compte des dépendances entre les lignes de code et voir ce qui peut être parallélisé. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on ferait avec les cookies. L'ordinateur peut faire ça avec du code également. On a du code ici, et si on regarde au niveau du matériel, ce n'est pas réellement des lignes de code qui sont exécutées, c'est des instructions. Donc ça ressemble plus à une cuisine dans votre CPU, et ici on a une exécution dans le désordre. C'est un petit peu plus compliqué que ce qu'il y a dans une cuisine, parce qu'il y a plus de choses en parallèle. Et si on regarde le flow des instructions qui rentrent dans le processeur pour exécuter, elles sont d'abord récupérées et décodées par le front-end, et ensuite elles sont dispatchées par le back-end. Ensuite, il y a une étape de scheduling qui permet de les découper, de les faire exécuter par des unités d'exécution individuelles, des individual execution units. J'allais justement expliquer ça justement dans ma conversation sur la performance. Où tu essaies d'en venir? Ah oui, personne ne voit le problème avec ça. C'est une optimisation très bien. Je suis d'accord, mais il y a quand même un problème. J'ai fait une petite expérience. Regarde mon code ici. Donc là, j'ai écrit 2 lignes de code. Ouais, tu essaies d'accéder à un pointeur là. Ouais. Quel est le problème? Tu t'attends à ce que ça fasse quoi que ce soit d'utile, ça? Tu peux essayer si tu veux. Oui. Enfin, d'abord, j'ai essayé de le compiler. Mon compilateur n'était pas super d'accord avec ça. Mon analyseur de code statique n'était pas super d'accord non plus. C'est bien sûr une déréférenciation d'un pointeur nul. Il m'a dit que ça allait cracher. Donc, ils sont d'accord. Ils me disent que ça va cracher à la première ligne et la deuxième ligne ne sera jamais exécutée. Donc, ça, c'est ce que le compilateur pense. Mais moi, je l'ai essayé, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est que j'ai fait un flush and reload et tout comme te l'a dit le spectre du passé, je peux voir que l'accès en mémoire s'est effectivement produit. Donc cette ligne a été exécutée, alors qu'elle aurait dû cracher avant. Mais c'est pas grave, ça a été exécuté en parallèle, ça ne fute pas d'informations. Alors oui, ce que je dis, c'est que c'est une exécution en désordre et que c'est OK, et que je ne peux pas l'utiliser pour quoi que ce soit. OK. Mais c'est pas un problème, sauf que ça laisse quelques traces. C'est pas un problème si ça laisse quelques traces. Si vous laissez du chocolat, par exemple, à faire des cookies, c'est pas un problème. Par contre, quand on peut les voir au niveau microarchitectural, on peut leur donner un nom. On appelle ça des instructions transientes. Et on peut voir ensuite cette exécution dans le désordre au niveau microarchitectural. Et maintenant, si on pense à comment ça se passe quand on déréférence une adresse et qu'on charge quelque chose depuis la mémoire. Donc d'abord, on lit l'adresse, ensuite on a la MMU, la Memory Management Unit, qui va regarder cette adresse, vérifier les bits de permission pour savoir si on peut effectivement lire cette adresse. Si les bits de permission disent que c'est bon, tout est OK et on récupère les données à cette adresse. Mais si on n'a pas les permissions pour lire à cette adresse, par exemple parce qu'on essaie de lire de la mémoire qui est privilégiée, la MMU nous dit non, c'est pas possible et tue l'application. Donc, on n'est plus là. Alors ça, c'est ce qui est censé se produire. Mais c'est bien ce qui se passe ici, non? C'est bien ce qui se passe ici. Mais revenons à mon expérience et compilons ça. Donc avant ça, j'avais juste un pointeur nul que je déréférençais et je suis d'accord, ça n'avait pas beaucoup de sens. Maintenant, si je remplace cet accès par un pointeur à une adresse dans le kernel de la mémoire privilégiée que je ne suis pas censé pouvoir lire, oui, je suis d'accord, ouais, ça va cracher. Je suis d'accord. Et cette donnée que je n'obtiens pas, d'après ce que tu m'as dit, si je l'utilise comme un index dans un arrêt et que j'accède à la mémoire ici, et que je regarde ensuite si une partie de cet arrêt est dans le cache, eh bien, je peux voir s'il y a un accès à cet arrêt. Et là, je peux voir, j'ai un cache hit à exactement cet index dans l'arrêt, dans le tableau, qui correspond à cette donnée que je n'étais pas censé pouvoir lire. Ouais, ça, c'est pas bien, ça. Ah, c'est pas bien, hein? Parce que cette vérification de la permission... Mais tu montes des graphes, c'est d'un papier académique, ça marche pas en pratique, ça. Oh! Alors, si on fait ça, on peut en fait lire des données du kernel. On peut lire absolument n'importe quelle donnée en mémoire. Alors, ce n'est pas forcément la méthode la plus rapide, mais je peux lire absolument tous les secrets, comme par exemple l'historique de ton navigateur. Ok, vraiment, si tu veux vraiment, mais bon.
Yeah, so that's what we call meltdown. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle meltdown, en fait. C'est assez problématique, quand même. Il y a 2 ans, je vous ai montré d'autres attaques qu'on pouvait faire là-dessus. Mais le problème est assez évident en fait. Ce qui se passe ici, c'est qu'on accède à des adresses dans le kernel pendant qu'on exécute du code utilisateur. Et donc évidemment que ça, c'est un gros problème. Donc pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces adresses et qu'on les enlève puisqu'on n'en a pas besoin? Puisque le check, est-ce que c'est accessible par l'utilisateur dans le hardware? De toute évidence, il n'est pas fiable dans tous les cas, puisqu'on peut monter des attaques comme ça. Mais Daniel ne croyait pas ça. Un jour, il apprendra. Alors, comment est-ce qu'on peut mitiger cette attaque meltdown? On peut simplement enlever les adresses kernel quand on exécute du code en user space. Et là, les adresses du kernel ne sont plus présentes dans l'espace d'adresse. Et puisqu'elles ne sont plus présentes, plus personne ne peut y accéder, puisque la mémoire qui n'est pas mappée ne peut pas être accédée du tout. Et ça, c'est ce qu'on a exécuté dans le patch qui s'appelle Kaiser, qui est maintenant porté dans Linux, Windows, macOS de façon bien meilleure. Mais globalement, ce que ça fait, c'est, imaginez, vous avez votre user space à gauche, avec les applications, et à droite, le kernel. Imaginez maintenant qu'il y a cette isolation du process, on va la représenter par un gros mur, et on peut accéder d'un côté à l'autre. On ne peut pas accéder d'un côté à l'autre, mais avec Meltdown, on peut. Donc avec Meltdown, ce qu'on peut faire pour le protéger, on peut changer la façon dont marche le système d'exploitation. Quand on s'exécute en mode kernel, le user space est là, mais quand on s'exécute en user mode, et que l'attaquant essaye d'exécuter la même attaque pour choper des informations à travers le mur, il n'y a rien derrière le mur. Et ça, c'est bien puisque Meltdown ne marche pas. OK. Alors, dans ces cas-là, ce problème est résolu et on peut peut-être penser à d'autres choses, comme la performance. Oh, mais attends. Ça s'arrête pas juste Meltdown. Mais il y a d'autres vulnérabilités similaires. Ah ouais, OK. Parce que si vous pensez, par exemple, aux machines virtuelles. Les machines virtuelles, OK, ouais. Alors, comment est-ce qu'elles marchent? C'est pas des vraies machines, donc il n'y a pas de vrai problème. Alors, on a toujours des machines virtuelles et on les utilise tout le temps. Et bien sûr, puisqu'on les utilise tout le temps, on a beaucoup de d'optimisation de performance pour les machines virtuelles. Par exemple, pour la traduction d'adresses, pour que la traduction d'adresses virtuelles en physique soit plus efficace pour les virtual machines. Et ça, c'est complètement sensé, ouais. Alors, oui, c'est plus rapide, mais peut-être qu'on a un petit problème ici. Par exemple, si on est une machine virtuelle dans une sandbox et qu'il y a une table de pagination qui a une référence vers une page qui est physique, qui est présente, bien sûr, on peut la déréférencer et accéder à cette mémoire physique. Et on a cette table de traduction entre les deux, ce qui permet de traduire les adresses virtuelles de la VM par machine virtuelle en adresse physique. Donc, ça, c'est une traduction qui permet d'accéder à la page physique. On accède à la donnée dans la page physique. Et pour ça, on doit bien sûr faire un lookup avec l'adresse physique. Pour ça, on doit regarder si c'est dans le cache, si c'est une optimisation de performance, ce qui nous permet d'accéder à la donnée plus vite. Mais qu'est-ce qui se passe si on essaye de déréférencer une adresse dans la machine virtuelle qui n'est pas présente? Ça n'accédera probablement à rien, ce qui est censé. Et oui, et du coup, on n'a pas besoin de faire ce test après la traduction d'adresse. Et ce que pourraient faire certains processeurs, c'est tout simplement faire une recherche dans le cache L1, puisqu'ils n'ont pas l'adresse physique correspondante. Et l'adresse virtuelle est contrôlée par la machine virtuelle, c'est-à-dire par l'utilisateur. C'est-à-dire que l'attaquant maintenant peut lire n'importe quel frame en mémoire dans le cache. Mais c'est assez mauvais, d'accord, mais Intel ont dit qu'ils avaient résolu ça, ils ont dit qu'ils ont réparé ça, donc pourquoi tu nous embêtes avec ça? Vas-y, descends, part de scène. Laissez-moi continuer sur la performance. Cette conversation, cette présentation est sur la performance et j'aimerais revenir sur cette diapo. Donc Intel a introduit plus de parallélisme et des buffers plus importants. Et tout ça, c'est excellent parce que ça rend nos ordinateurs plus rapides, ça les rend plus efficaces, ça les rend plus rapides. Donc, alors, regardons d'autres vendeurs, peut-être. AMD, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté, ils ont pris un nouveau système de prédiction de branches qui est basé sur les perceptrons. Et pour comprendre comment ça marche, la prédiction de branches,
peut-être encore, il faut regarder, peut-être faire une autre analogie, parce que c'est Noël, évidemment. On s'est toujours demandé comment est-ce que le Père Noël arrive à faire en sorte que tous les cadeaux de Noël soient prêts à temps. Et parce que le Père Noël ne sait pas qui a des cadeaux et qui n'en a pas. Parce qu'il y a évidemment un fichier d'incident sudo. Et le Père Noël ne sait pas qui va aller dans le fichier, qui va essayer d'utiliser sudo, mais parce qu'il n'est pas dans le fichier de sudo avant Noël. Donc évidemment, le Père Noël veut éviter les goulots d'étranglement, donc pour être plus efficace. Donc il va utiliser la liste des mauvais et des méchants de l'année dernière. Parce qu'il y a des chances que si vous n'avez pas utilisé sudo l'année dernière quand vous n'aviez pas le droit, eh bien vous n'allez pas le faire cette année. Donc ça, évidemment, ça a beaucoup de sens. Hein. Et ensuite, le soir avant Noël, le Père Noël vérifie si les prédictions étaient correctes et si les utilisateurs sont comportés de manière similaire à l'année précédente. Et l'utilisateur a un cadeau. Et sinon, il faut jeter la mauvaise liste qui était fausse et on corrige les prédictions. Et on peut corriger toutes les prédictions et toutes les corrections qui étaient correctes. Eh bien, ça nous donne du temps libre et tout va bien. Oh non, je pense pas. Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer là-dedans. Tellement de choses. Attends, là on parle de Noël et de cadeaux, où il peut y avoir des problèmes. Mais tu te demandes ce qui peut mal se passer? Est-ce que tu as entendu parler de Spectre? Ils exploitent exactement cette optimisation que tu as inventée pour le Père Noël. Et comment est-ce qu'ils font ça? Alors, on va reparler un peu d'ordinateur ici, hein, parce qu'il n'y a pas qu'à Noël que la performance c'est important. Parlons donc d'ordinateur. On a du code ici, on a un peu de données en mémoire, et ici on a un tableau, et on peut accéder à des données auxquelles on peut peut-être accéder, on a le droit d'y accéder. Et imaginons par exemple qu'il y a d'autres données, comme par exemple une clé cryptographique secrète, à laquelle on n'a pas le droit d'accéder, bien évidemment. Et donc, l'utilisateur peut spécifier l'index de la mémoire ici pour dire où est-ce qu'il veut accéder en mémoire. Et ensuite, puisqu'on écrit du bon code, on vérifie quand même qu'on est dans la bonne zone en mémoire. Et il n'y a uniquement que si on est dans les 4 premiers caractères qu'on peut y accéder. Si on y est, on fait une recherche dans cette table de lookup, par exemple pour convertir les caractères en majuscules. Et donc, si on utilise des caractères valides, tout va bien. Mais on est déjà en train de spéculer sur est-ce que cette condition va être vraie ou pas. Et on n'a aucune idée de si cette condition va être vraie. On a juste supposé, on a juste spéculé que ça allait être bon, ou que ça allait être pas bon. Alors qu'en réalité, c'est correct. On a supposé que ça allait être bon, et en réalité, c'est correct. Donc, on supposait que ça allait être correct ou pas. On s'est trompé, mais là, on se rend compte qu'en fait, c'était vrai. Donc ça, on va s'en rappeler. Comme ça, la prochaine fois que l'utilisateur va demander un caractère, on sait on va supposer que c'est qui était valide, puisque la dernière fois, c'était valide. Pourquoi ça ne serait pas valide cette fois-ci? Pourquoi quelque chose changerait? On a spéculé que c'était bon, et on a exécuté notre code spéculativement. On a vu que c'était correct, on a gardé le résultat, c'est déjà fait. Et du coup, on gagne du temps, c'est excellent. On gagne plein de temps comme ça. On gagne beaucoup de temps, c'est bien. Tant que l'utilisateur, c'est un bon utilisateur qui n'essaie pas de faire quelque chose illégal. Maintenant, l'utilisateur se dit, essayons de lire quelque chose qu'on n'est pas censé lire, comme cette clé ici. Donc, l'utilisateur nous donne ici un index qui est hors des limites et qui référence une de ses valeurs secrètes ici. L'utilisateur, par le passé, le processeur peut dire, à chaque fois qu'on a vérifié cette condition, c'était vrai. Donc, on va spéculer et on va faire cet accès en mémoire à nouveau. Et maintenant, avec ces données que l'utilisateur n'a pas le droit d'accéder, et ça permet du coup, au cache, d'apprendre cette valeur secrète. Ensuite, on se rend compte que, ah mince, c'était pas vraiment ça. Bon, on va exécuter la branche else et jeter tout le reste. Mais l'état microarchitectural a déjà changé et on a déjà ces données dans le cache. Tout ça à cause d'une simple instruction if. Et le résultat de ça, c'est que l'utilisateur peut lire plus ou moins arbitrairement n'importe quelle mémoire. Et ça a toujours été le cas. D'accord, mais qui écrirait du code comme ça? Qui vérifie les accès à un arrêt pour vérifier dans les limites? Qui fait ça? Et ce n'est pas la seule chose qu'on essaye de prédire. Par exemple, si nos CPU essayent de prédire pas juste des if,
mais aussi des appels de fonctions. Par exemple, si vous appelez en C++, vous avez une classe et vous appelez des méthodes virtuelles. Vous avez un objet, il y a une fonction, par exemple, c'est un animal qui est un oiseau. Il y a une fonction move, et ça pourrait invoquer fly pour voler ou swim pour nager. Think of a duck. Ouais, pensez à un canard, par exemple. Ouais, on verra ça plus tard. Mais bon, ici, dans ce cas-là, on exécute la fonction pour voler, fly. Et là, le CPU va se rappeler que la prochaine fois qu'on a appelé move, il a fallu appeler spéculativement fly pour voler. Mais si on change cet objet par quelque chose d'autre, comme un poisson, généralement les poissons ne volent pas, eh bien, on va toujours spéculer sur fly, puisque c'est ce qu'on a fait par le passé. Et là, on a globalement une confusion de type spéculative. Et quelque chose va être exécuté avec la mauvaise donnée d'une instance d'un objet. Et puisque ça, c'est pas assez, on a d'autres prédictions dans notre CPU qui permettent de prédire d'autres choses, comme par exemple les retours de fonctions. Si on a une victime et un attaquant, la victime a une valeur secrète, comme par exemple une clé cryptographique, et l'attaqueur ne l'a pas. La victime appelle une fonction avec du code qui s'exécute peu de temps. L'attaquant appelle la même fonction, mais avec du code qui met plus de temps à s'exécuter. Bien ici, on a un buffer sous forme de stack qui, lui, tient cette information de d'où vient le dernier appel à cette fonction. Et ça permet de prédire où l'adresse doit retourner. Ça permet spéculativement de prendre l'adresse dans ce return stack buffer et de retourner spéculativement dans du code contrôlé par l'attaquant. Et ça permet à l'attaquant spéculativement d'utiliser cette valeur pour faire un accès en mémoire. Ensuite, une fois que le processeur se rend compte que la prédiction était mauvaise, tous ces résultats vont être jetés, mais ça a quand même pollué l'état microarchitectural. Et pendant que tu t'expliques tout ça, avec les données, la Meltdown, Spec, tout ça, c'est un peu la même chose. Hein. Ah non, c'est pas la même chose. C'est des attaques différentes. Et c'est des problèmes différents dans nos CPU qui font ça. Donc, si on parle par exemple d'attaque spectre sur certaines opérations et qu'à un certain niveau, à un certain moment, le CPU prédit quelque chose. Il prédit que le flow de contrôle ou le flow de données, ça dépend de ce dont on parle et de quelle attaque on parle, et ensuite exécute ça de façon transiente, sans savoir si c'est correct ou pas. Ça va être jeté si la spéculation était mauvaise. Au bout d'un moment, l'exécution est retraitée, et c'est à ce moment-là où on sait si la spéculation était correcte ou pas. Là, on peut décider de garder ou de jeter le résultat de cette spéculation. Ça, c'est ce qui se passe dans Spectre. Pour Meltdown, on a aussi une opération. Cette opération accède à une donnée, et il y a une deuxième opération avec une dépendance de données qui a besoin de l'instruction précédente, du résultat de l'instruction précédente. Ça, c'est OK. Mais si la deuxième instruction a une exception quelconque, parce qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser cette donnée, eh bien, tout ce qui se passe après, de cette instruction transiente, ne devrait pas se passer, puisqu'elle n'est pas censée se passer. Rien ne devrait se passer après une exception. Mais une exception ne peut pas se passer immédiatement, uniquement au moment de retraiter l'instruction. Donc, ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, ce serait jeter la donnée des instructions et donner à cette instruction transiente juste des données, des fausses données, comme par exemple des zéros. Mais si on optimise cette donnée, si on optimise cette étape de jeter la donnée, on obtient Meltdown. Et c'est comme ça qu'on peut faire fuir des données privilégiées. Donc il y a des différences importantes quand même. Ok, donc il y a deux vulnérabilités, Spectre et Meltdown. Et Intel les a déjà réparées. Et on sait que les autres les ont également réparées avec des patchs logiciels. Donc maintenant, je peux continuer avec ma présentation sur la performance, ok? Peut-être. Bon, continuons avec la performance. Alors, AMD, leurs mécanismes de prédiction, ils sont vraiment pas mal. Oh, Daniel, tu n'as toujours rien appris des spectres du passé et du présent. Ah, encore un fantôme. Et oui, je suis le spectre du futur et je vais te dire ce que tu aurais pu apprendre du passé. Tu dis que tu aimes l'optimisation. Ce qui devrait se passer normalement, dans ce cas-là, c'est on devrait pouvoir mettre à jour les bits d'accès de données. Pour mettre à jour les bits d'accès d'une page en mémoire, il faudrait normalement
Do a context switch, but that's fine, right? Il faudrait faire un échange de contexte, mais c'est pas un problème, ça. Oui, exactement. Il faudrait faire un changement de contexte pour pouvoir modifier cette page. Ensuite, il faudrait flusher la TLD. Et ça, c'est lent. Et on n'aime pas ce qui est lent. Ouais, ok, d'accord. Et donc, on a une nouvelle technologie qu'on appelle Intel MPK pour clés de protection. Ça permet d'assigner des clés de protection qui permettent de protéger qui accède à quoi. Et ça permet de faire des mises à jour plus rapides de tout un tas d'adresses. Ok, ça c'est pas mal, ça. Ouais, moi j'aime bien la performance, moi. Mais qu'est-ce qui se passe si on voit les mêmes problèmes qu'on a vus à présent? Parce que ces protection keys, on peut déjà voir Meltdown dedans avec MPK, parce que ces clés de protection sont appliquées de façon paresseuse. C'est-à-dire que les valeurs qui sont protégées sont transmises aux instructions transientes. Et comme le spectre du passé t'a dit, on peut observer les valeurs dans le cache. Ah, ça c'est pas bien, ça. Ah, c'est pas bien, hein. Ouais, et donc? Alors, et si on faisait quelque chose d'un peu différent? Si on avait du contrôle de limite dans un tableau, on vérifie qu'on est dans l'intérieur. Ce serait sympa d'avoir un moyen de faire ça automatiquement. Et on a une instruction pour ça. x86 nous donne cette instruction. Et si on va en dehors du range acceptable, on va avoir une exception. Mais on a aussi le problème ici que les données sont utilisées pendant l'exécution transiente et que l'attaquant peut utiliser une instruction de flush and reload pour observer le cache. Donc c'est deux nouvelles variations de Meltdown? Eh oui, des changements dessus. Et si vous vous souvenez, AMD a toujours dit qu'ils n'étaient pas affectés par Meltdown. Mais ils ne sont pas affectés, non? Eh bien, regardons ça par exemple. Ils ont dit à l'époque, on n'est pas affecté par Meltdown, donc si vous faites tourner Linux sur un processeur AMD, on désactive tout ce qui a quelque chose à voir avec Kaiser, le patch dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'ils ont dit en 2017. Et le problème ici, c'est que cette nouvelle version de Meltdown, c'est la première attaque Meltdown sur AMD. Donc, vous ne pouvez pas échapper à Meltdown juste en changeant de fournisseur de CPU. Et on peut voir ici qu'on ne peut pas éviter, même en passant à ARM, on ne peut pas s'en sortir parce qu'on a plusieurs nouvelles variantes de Meltdown, PK, BR et DE, et certaines qui marchent sur AMD, et d'autres variantes, on en a vu tellement, on a testé tellement, qui marchent avec divers bugs qui marchent ou ne marchent pas, que ce soit sur Intel, ARM ou AMD. Mais on est sûr qu'elles ne marchent pas ou elles marcheront peut-être à l'avenir? Alors, il y en a qu'on a testé, mais on ne sait pas, peut-être que notre expérience n'a pas marché, c'est tout. Ok. Waouh. Ah oui, on en est là. Hein. Mais bon, parlons un petit peu des défenses. On peut catégoriser les défenses contre Meltdown en deux groupes. Le premier, c'est on peut essayer d'éliminer les accès aux données au niveau microarchitectural quand les données ne devraient pas être accessibles au niveau architectural. Donc, si on ne peut pas accéder aux données microarchitecturales, on est bon. L'autre option, c'est on peut tout simplement empêcher qu'il y ait des exceptions qui se produisent, des faults. Si on n'a pas de fault, pas de Meltdown. Alors, le spectre du présent vous a aussi dit qu'il y avait Foreshadow ou Meltdown P, comme on l'appelle maintenant. À une époque, on disait c'est bon, l'instruction clear résout tout. Mais regardons à comment est-ce que ça, c'est censé tout résoudre. Avec clear, on peut enlever l'adresse physique de la PTE. Ça permet de l'enlever du cache. Et c'est utile puisque c'est plus accédé. Et donc, si on change de domaine de protection, on peut simplement flusher les informations du cache. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on peut encore faire fuir comme données? Donc, voici le futur, apparemment. Mais on est quand même encore toujours dans le passé. Oui, parce que moi, j'ai du mal à croire que ça marche vraiment, tout ça. Oh, ça marche, ça marche. Attends, ce que tu es en train de dire... Attends, d'abord, ton système... Est-ce que déjà ton système est complètement à jour? Alors, je fais tourner Ubuntu 18.4. Je pense que c'est bon. Mon logiciel est à jour. Et j'ai VirtualBox qui tourne ici. Et j'ai implémenté cet exploit, Foreshadow, je l'ai appelé. J'aime beaucoup ce nom. Et on va parler du coup du Père Noël. Il a sa liste des bons et des mauvais. Et ça correspond un petit peu à la liste
qui est la liste des incidents sudo. Donc bien sûr, il a besoin d'un programme ici pour gérer la liste des gens, des biens, des bons et des pas bons, grâce à ce logiciel. Et maintenant, je veux utiliser dans ma machine virtuelle. C'est juste une machine virtuelle, je ne peux pas m'échapper. Si on a un bug pour s'échapper de la machine virtuelle, ce n'est pas bien du tout, mais là, on utilise juste cet exploit qui s'appelle Foreshadow pour lire le champ d'entrée de password de ce gestionnaire de liste des bons et des mauvais. Donc, avec Foreshadow, on a vu avant qu'on pouvait lire n'importe quoi dans le cache, y compris, pas n'importe quoi, mais ce qui est utilisé pour le moment. Donc, avec ce manager ici de liste, il y a une feature qui est pas mal, qui est que ça me donne une adresse à partir de laquelle je peux lire. Donc, je n'ai pas besoin de scanner tout le cache. Et là, on veut lire le mot de passe que le Père Noël entre, mais on ne le connaît pas, le mot de passe. Oui, on ne connaît pas le mot de passe. On n'avait pas pensé. Est-ce que quelqu'un connaît le mot de passe du Père Noël? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que le mot de passe pourrait être? Sudo? Ok, sudo, essayons. Ah, je peux le lire en temps réel. Regarde, c'est ici. Donc là, je peux espionner absolument tout et n'importe quoi. Donc, peut-être qu'on peut résoudre ça, mais là, on est encore dans le présent, et ça n'a pas été résolu. Mais pourquoi est-ce que c'est pas résolu? Pourquoi c'est pas réparé? Ça devrait l'être, non? Alors, ça devrait l'être, mais il y a tellement d'impact sur la performance que personne ne veut le faire. Personne ne veut résoudre ça. T'as perdu la présentation, là, on dirait. Ah oui, j'ai perdu la présentation. Mais on continue à regarder la démo, elle est très jolie, il faut dire. Oui, c'est pas mal. Pour le Père Noël, c'est pas mal. Ce serait bien si on avait les sons de Jeopardy, là. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Là, on est à nouveau au tout début. Donc, si vous avez raté quelque chose, bon. On va reprendre donc depuis le début. Clique par là, ça va être bon, Allez. Ah, ouais. Bon, un petit récapitulatif. On peut le faire en accéléré maintenant. Il faut plus d'optimisation de performance. C'est un peu lent, là. T'es déjà allé un peu trop loin, là, je crois. Ah non. Parfait. Donc, il faut plus de performance. Ok, bon, très bien, mais maintenant, tu peux quitter la scène, je pense. Ok, alors continuons. On a cette cause transiente. Alors, on peut la classifier. On peut classifier toutes ces attaques comme des attaques par exécution. Une simple question. Est-ce qu'on a une prédiction? C'est du spectre. Si on a une erreur, c'est meltdown. Et ensuite, on a déjà vu ces différentes versions. Mais si on peut entraîner de la mauvaise façon la branche, on a vu que si on entraîne de la mauvaise manière au même endroit, mais qu'est-ce qui se passe si on fait un entraînement au même endroit, mais à une autre adresse? Mais pourquoi je ferais ça? Parce que ça permettrait à une attaque de spécifier quelque chose d'autre. Ah, ça, c'est pas bon. Ou pire, si on arrive à entraîner l'état de prédiction partagé à être au même endroit ou à être une autre adresse partagée. Par exemple, dans le système d'exploitation. Oui. Donc, on a ces nouvelles stratégies pour le mauvais entraînement. Alors, on les a analysées. Alors, pour Intel, on a été capable de montrer que les nouvelles stratégies marchaient très bien. Pour ARM, certaines marchaient, certaines ne marchaient moins bien. Et pour AMD, c'était un peu pareil que pour ARM. Ok, mais avec toutes ces variantes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où on peut dire, ok, on peut éliminer toutes les attaques hors de lieu, hors d'ordre ou quelque chose, toutes les attaques en général? Alors, on appelle ça le template drilling, le modèle de perçage. Et vous n'avez pas une solution sérieuse? Ok, si tu veux des contre-mesures sérieuses, parlons de contre-mesures sérieuses. Alors, comme avec Meltdown, on peut avoir 3 catégories différentes. On peut mitiger ou réduire la précision des canaux cachés. On peut mitiger ou annuler la spéculation.
où on peut s'assurer que les données secrètes ne peuvent pas être atteintes. Et que si elles ne peuvent pas être atteintes, elles ne peuvent pas être fuitées. Et on peut voir qu'on a tellement de défenses possibles. Et pourquoi c'est si vide, cette table? Est-ce que c'est parce qu'on n'a aucune chance ou... Non, c'est parce que la majorité des défenses ne considèrent pas tous les éléments micro-architecturaux différents. Et si on ne les prend pas en considération, alors on est peut-être encore capable de les exploiter. Juste en utilisant, une micro-architecture différente. Donc par exemple, pour l'isolation de sites, on a vu qu'il y avait pas mal de boîtes qui étaient coloriées là. Oui, clairement. Et donc on va essayer chaque site dans son processus différent. On va essayer de limiter la quantité de données qui est exposée. Donc par exemple, dans Chrome 67, et c'est par défaut, et dans Firefox, ça va arriver. Donc là, ce qu'on dit, c'est on peut utiliser Spectre et Meltdown, et que si on a une défense contre Meltdown, on est tranquille. Et ensuite, on peut regarder à d'autres formes de mitigation. Par exemple, si on insère des instructions pour arrêter la spéculation, ça devrait fonctionner. Si on l'introduit après chaque vérification de limite, ça devrait fonctionner également. Ça fonctionne sur x86 et ARM. Une autre version plus sérieuse pour arrêter Spectre, c'est de rendre le chargement des charges transientes invisibles. Comment est-ce qu'on pourrait à ce moment-là avoir la hiérarchie du cache? Donc si c'est faux, on pourrait le supprimer. Donc. Mais bon, ça, je peux pas l'installer dans mon ordinateur. C'est pas possible. Donc voici une analyse de tout ça. On a tellement de variations de versions différentes. On a regardé pour tous les vendeurs et on a vu que pour ces différentes versions de Spectre, que ça ne fonctionne pas. Que d'autres, pour l'isolation de sites, ça marche dans tous les cas. Mais ça marche dans certains cas. Donc c'est pas mal. Donc on a ça pour Intel, ARM et AMD. Et ça se ressemble plutôt pas mal de l'un à l'autre. C'est assez similaire, ouais, en effet. Mais on a également un autre problème. Parce qu'ils se défendent uniquement contre quelques cas. C'est pas bien ça. Et donc il faut que je les combine. Oui, il faut effectivement une combinaison de différentes mitigations, mais à chaque fois, il y a un coût en performance. Donc avec ça à l'esprit, on a vu que dans les semaines récentes, STBP, par exemple, a été introduit, mais à cause de l'impact sur la performance, ça a été jeté à la poubelle, enfin ça a été mis de côté en tout cas. Mais ça peut être activé, mais par défaut, c'est désactivé. Donc, quelle défense on a quand une défense n'est pas activée par défaut? Donc, revenons à notre classification. On a déjà vu donc qu'on a plusieurs parties. On a vu les stratégies de mauvais entraînement, et dans le travail précédent, on a vu qu'on avait ces différentes versions. Alors, il y a des choses qui manquent ici quand même. Oui, tout à fait, parce que ça, c'est une nouvelle stratégie de mauvais entraînement. On a vu que celle-ci fonctionne. Et pour Meltdown, on a vu qu'on a la même chose. On a vu certaines qui fonctionnent, on a celles qui ne fonctionnent pas, on a montré que ça ne fonctionnait pas. On a celles qu'on connaissait, celles qu'on ne connaissait pas encore, mais qui ne fonctionnaient pas, et celles qui fonctionnent. OK. Bon, c'était beaucoup d'attaques, ça. Mais comment s'est retrouvé là? Voilà, je crois qu'il y a trop. Là, je crois que le nombre, c'est contre moi, là. Donc, apparemment, on a ignoré les problèmes d'attaque micro-architecturale depuis très longtemps. Je veux dire, il y a 2 ans, je vous ai dit qu'il y aurait des attaques comme ça, et on n'a rien fait. Donc, là, ce qu'on a montré, c'est des attaques sur la crypto. Et la réponse que tout le monde a donnée, c'est « mais il faut que le logiciel soit fixé ». Mais, et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'attaque sur ASLR? On nous a dit « ah, ASLR, ça marche pas déjà. C'est pas une bonne contre-mesure, de toute façon, on s'en fout. » Moi, j'utilise le ASLR. Et qu'est-ce qu'on peut dire des attaques sur les environnements d'exécution de confiance, les TEAS? On nous a dit ah bah non, mais ça fait pas partie de mon threat model, alors que c'est quand même censé être un endroit où tout ce qui s'exécute, c'est sécurisé. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Et Rowhammer, avec des attaques comme celle-ci, par exemple, comme Rowhammer, qui permet juste de modifier des bits
arbitraire dans la Ouais, mémoire. ça c'est concerné que les modules pas chers. Mais vous avez dit 80%, 80% c'est les modules pas chers. Moi je pense que de plus en plus je me rends compte qu'on a seulement optimisé pour la performance. Et peut-être que c'était pas entièrement bien. Mais c'est toi qui étais là en train de dire performance, performance, performance. Ah, moi, je Non. me rappelle pas de ça, moi. So, apparently, Donc, apparemment, les optimisations ont toujours un coût. Donc, d'un côté, on optimise quelque chose qui a du sens, comme on a pu voir avec toutes les optimisations qu'on a vues à présent là. Mais d'un autre côté, on voit qu'à chaque fois, on fuit des informations qui peuvent se révéler. Et certaines mitigations coûtent plus, et on a besoin d'en combiner beaucoup pour arriver à... ça coûte beaucoup en optimisation, et au fur et à mesure, et on perd beaucoup de performance. Et en fait, on finit par perdre plus de performance que de ce qu'on avait gagné à la base en implémentant la fonction. C'est aussi un autre énorme problème. Et après tellement de ces défenses qui peuvent être contournées, on se rend compte que les attaques, par exemple, d'exécution transiente, vont vraiment nous garder occupés pendant très longtemps. Eh bien, merci beaucoup. thank you. Thanks Moritz, Michael, Daniel and Claudio. Merci Moritz, Michael, Claudio et Daniel. Je pense qu'on a à peu près 10 minutes pour des questions. Si vous écoutez la traduction, n'hésitez pas à poser des questions sur IRC. Le serveur, c'est Akint. 2, 3, 4 and 5. Et si vous êtes dans la salle, il y a des micros pour poser des questions. Yes. So microphone number 1, please. Première question. Thank you and thanks for the Alors, talk. merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez suggéré qu'il était possible peut-être de désactiver la prédiction dans certains cas. Mais vous n'avez pas dit comment faire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la prédiction. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour ça? So you mean in software? Vous voulez dire dans le logiciel? Oui. Alors, on peut introduire des instructions où le processeur ne fera pas de spéculation sur celle-ci, parce qu'il ne peut pas, par exemple. Par exemple, les instructions non définies des CPU ID, le processeur ne va pas plus loin. Et aussi, Intel avait initialement dit il faut utiliser des choses comme LFENCE, parce que le processeur ne fournira pas de charge de mémoire après LFENCE, après l'exécution spéculative. Pareil avec CSDB sur ARM. Merci. Microphone number 2, I think. Ok, micro 2. Alors, à quel point c'est plus lent, les processeurs sont plus lents après les patchs logiciels ou matériels? Environ... ça dépend de ce qu'on active comme contre-mesure et de quel bug il y a sur le processeur. Donc, par exemple, avec Meltdown, le patch Kaiser, qui est connu sous le nom de KPTI sous Linux, et ça dépend de quel processeur vous avez. Sur un PC standard de quelqu'un que vous aurez chez vous ou dans votre bureau, on parle de 2% environ de performance, c'est OK. Mais on a vu des impacts sur la performance sur certains programmes qui faisaient beaucoup de calculs, comme par exemple pour du rendering vidéo chez Netflix. Ouais, c'est beaucoup de syscalls par seconde, c'est vraiment pas bon. Donc ça dépend vraiment du CPU que vous avez. Si vous avez un CPU Intel avec PCIe, vous aurez beaucoup d'overhead à cause des mitigations. Et par exemple, si on parlait de STDP, on a récemment montré que ça coûtait à peu près 20% de performance. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même beaucoup. I think microphone number 4 has a question. Yeah. Hi, thanks for the talk. Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais si donc, vous n'avez parlé uniquement de lire des données. Est-ce que c'est possible aussi d'écrire des données, peut-être pas dans la mémoire principale, mais dans le cache, des données qui seraient utilisées ensuite, soit par le kernel ou par un autre processus? Alors, il y a une attaque spectre où il y a un buffer overflow spéculatif où on peut détourner l'adresse de retour
et ça sera exécuté de manière spéculative, donc on peut faire ça, mais on n'a rien fait, on n'a rien vu de manière où on pouvait écrire les données de manière constante. Dans Rowhammer, on peut changer un bit dans la RAM D, dans la DRAM, et ça peut être persistant dans ces cas-là. Thanks. And I heard the Signal Angel has a question from the interwebs. Alors, une question d'Internet. Y a-t-il des architectures qui ne sont pas vulnérables aux attaques de type d'attaque que vous avez mentionné? Alors, oui, sur ARM, il y a quelques architectures qui ne sont pas vulnérables, comme par exemple, qui sont pas vulnérables à Meltdown, par exemple. Certaines entreprises, comme Samsecor, qui n'est pas vulnérable, uniquement sur, je crois que c'est le A75, pardon. Et aussi quelques processeurs plus anciens qui n'ont pas de prédiction de branchement du tout et qui, du coup, bien sûr, ne sont pas affectés. Si le processeur n'a pas la fonction, généralement, c'est des processeurs très simples ou des processeurs intégrés. Ils n'ont pas de prédiction de branche ou d'exécution non dans l'ordre. Alors, oui, mais il y a eu quand même un papier de recherche de l'université, je ne sais plus, qui a montré quand même que même pour des tout petits microcontrôleurs, s'il y a un domaine sécurisé, des fonctionnalités de sécurité, il pourrait y avoir quand même des effets de style Meltdown. Thank you. And microphone number 5, please. Est-ce que quelconque de ces attaques ont été vues dans vrai? Alors, je ne sais pas si on serait les premiers à savoir ça. Il faut demander à quelqu'un d'autre, à mon avis. Nous, on n'a pas entendu parler d'une attaque réelle basée sur ça. Donc, désolé, c'est une question bête, mais vous avez montré ces cercles, ces carrés, ces étoiles. À quoi ça correspond? Alors, si c'est un carré, si c'est rempli, ça veut dire qu'on peut prétendre que la défense fonctionne. Si c'est vide, ça veut dire que la défense ne fonctionne pas. Si c'est une étoile, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a montré dans notre recherche. Et si c'est... Voilà, si on a la diapo. Et si on a un autre symbole, ça veut dire que ce n'est pas applicable à cette attaque en particulier. On ne voulait pas mettre la légende parce que c'est assez long et donc ça aurait pris trop de place sur le... Mais vous pouvez aller voir le papier. Vous pouvez aller voir et vous trouverez la légende entière. Vous trouvez l'intégralité de la légende dans le papier. Mais on voit qu'AMD est particulièrement pas bon. And the last question, I think, is for microphone number 1. Dernière question du micro 1. Bonjour et merci beaucoup pour la discussion. Je suis une des rares personnes qui utilise une architecture un peu exotique. J'utilise un PowerPC à la maison sur une machine Talos 2 et je me demandais s'il y avait des outils qui permettent de vérifier ces vulnérabilités sur d'autres architectures. C'est pour voir si je suis affecté. Je suis pas sûr si IBM va suivre Intel un de ces jours. Alors, en général, les processeurs d'IBM sont aussi affectés par ça. On sait que le Power 8, Power 8, Power 9, les deux d'ailleurs, sont affectés. On sait qu'ils ont aussi un impact en performance assez important si on active les mitigations. Donc, on a commandé des machines IBM, mais on ne les a pas encore reçues. Donc, on n'a pas été capable, nous, d'exécuter des tests dessus. Mais de manière générale, la plupart de nos expériences sont écrites essentiellement en C. Donc, il faudrait bien sûr remplacer quelques bits peut-être pour les adapter sur IBM. Mais de manière générale, ces approches d'attaque devraient être très similaires, puisque l'idée fondamentale dans les architectures sont très similaires. Merci pour la réponse. J'essaierai et je vous dirai, mais j'avais une autre question. Une seule question, s'il vous plaît. Seulement une seule question. Donc la dernière question, il ne nous reste que 2 minutes. Et le monsieur avec un château. Ok, bon, alors, quelqu'un au micro 2. Alors, merci beaucoup, merci pour la présentation. Vous avez montré plein de nouvelles variantes de ces attaques. Et ce que j'ai bien compris, c'est pas sous embargo. Donc, y a-t-il des mitigations, des contre-mesures qui ont été développées, ou est-ce qu'on attend des exploits qui seraient des preuves de concept? Alors, combien de CPU supportent MPK? Ouais, c'est pas vraiment
il n'y a pas vraiment de mitigation en place ou de mitigation qui sont fournies par les vendeurs de CPU. Généralement, ce qu'ils disent, c'est vous n'avez qu'à régler votre logiciel pour que vous n'ayez pas, par exemple, de if dans vos logiciels. Mais c'est plus, voilà, les utilisateurs ou les développeurs devraient changer leur logiciel, puisqu'on peut écrire du logiciel de telle façon que la plupart de ces variantes ne puissent pas être exploitées. Alors bien sûr, il va y avoir un coût de performance très important et on n'a pas de vrai patch pour ça. C'est aussi une question de gestion du risque, puisque où est-ce qu'on exécute du code dans lequel on n'a pas confiance? Très souvent, c'est dans le navigateur JavaScript. Et du coup, par exemple, maintenant, on en est à désactiver les patchs STIBP. On les désactive parce qu'ils coûtent trop en performance et que le risque n'est pas si élevé. Donc ça va probablement changer quand on aura les premiers exploits du monde réel. Et là, les gens vont dire « Ah, il faut activer ces patchs par défaut ». Mais bon, c'est un peu comme ça que marche la sécurité. On ne s'intéresse pas à la sécurité tant qu'il n'y a pas de problème. Et avec ça se conclut cette présentation. Tonnerre d'applaudissements pour nos présentateurs.